Bon, bonjour tout le monde. Donc, on va reprendre avec une matinée pleine de biochimie pour comprendre le métabolisme énergétique de différents types de bactéries. Et l'intérêt de ces cours, c'est vraiment de comprendre essentiellement cette observation que les bactéries sont capables de tirer l'énergie métabolique et de vivre sur tout un tas de substrats, disons, qui vont de l'ordinaire. Bon, les bactéries peuvent tirer de l'énergie à partir d'une molécule de glucose, par exemple, à la photosynthèse, comme les plantes, et aux processus qui semblent totalement invraisemblables, comme par exemple le fait de vivre sur l'oxygénation d'une source de fer minéral et de tirer de l'énergie à partir d'une réaction inorganique sur un substrat inorganique. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez curieux que font les bactéries et uniquement les bactéries. Donc ce que l'on va faire d'abord, c'est commencer le cours sur comment les bactéries font pour capter et importer des nutriments. On va reviser quelques concepts et revisiter quelques concepts de base en métabolisme énergétique. Et ensuite, bon, on va regarder comment ça marche, le métabolisme énergétique, soit avec la fermentation comme base de notre métabolisme, ou alors la respiration, et ensuite les procédures plus étonnantes pour obtenir de l'énergie métabolique chez les chimiolithotrophes et les phototrophes. Donc pour la capture de nutriments, la diffusion passive, c'est quelque chose qui peut marcher pour quelques petites molécules qui sont solubles dans l'eau et dans les lipides, les molécules gazeuses, le dioxygène, le CO2 et le méthane, et de l'eau. Mais pour toute autre molécule, les bactéries ont besoin de mécanismes spécifiques pour faire traverser les molécules, pour faire passer les différentes molécules à travers la membrane plasmique et la membrane externe pour les bactéries Gram-. Donc, la diffusion facilitée, c'est ce qui permet d'importer de façon efficace à travers la membrane, mais seulement si le gradient de concentration est favorable. Donc, c'est ce qui se passe dans la membrane externe des bactéries Gram-, où on va retrouver des perméases qui sont spécifiques, par exemple à un sucre donné, et des porines qui, en fait, vont pas être sélectifs, mais simplement permettront de passer toutes les molécules organiques en dessous d'une certaine taille. Alors, si la concentration à l'intérieur de la bactérie est plus élevée que la concentration du nutriment, concentration du nutriment est plus élevée à l'intérieur de la bactérie qu'à l'extérieur, il faudrait importer des molécules contre le gradient de concentration. Et dans ce cas-là, il faudrait effectuer un transport actif et qui implique de dépenser de l'énergie pour effectuer le transport de la molécule concernée. Et il y a trois différents types de transporteurs chez les bactéries.
les transporteurs à cassette ABC, les systèmes symport antiport et le transport de groupe. Donc on va voir comment fonctionnent ces différents systèmes. Et finalement, il existe des systèmes spécialisés pour l'import d'oligo-éléments nécessaires pour la bactérie, mais qui sont présents en concentration très limitante à l'extérieur. Et notamment, l'import de fer, c'est un facteur, enfin, c'est quelque chose de limitant pour de nombreuses bactéries. Donc il y a des systèmes d'import spécialisés pour ces nutriments rares. Donc les transporteurs ABC. L'ABC, c'est pour ATP Binding Cassette. Donc, ce sont les transporteurs qui fonctionnent avec la lyse d'une molécule d'ATP comme source d'énergie pour effectuer le transport. Et il y a deux composants dans un transporteur ABC. Une protéine soluble dans l'espace périplasmique qui va se fixer spécifiquement sur la molécule du solute, la molécule qui va être transportée. Ensuite, la protéine soluble qui fixe la molécule à importer va s'attacher sur le pore membranaire. Et ensuite, l'hydrolyse de l'ATP va permettre l'import de notre solute, notre soluté. Alors, quelles sont les molécules qui sont importées par des cassettes à ABC? Certains sucres, pas des sucres les plus utilisés, plutôt l'arabinose par exemple, ou le ribose. Souvent des acides aminés, la glutamate, l'histidine, la leucine, et aussi le phosphate. Donc il faut dépenser de l'ATP pour importer une molécule de chaque type ici. Donc, le deuxième mécanisme, ce sont les mécanismes de sympore-antipore. Donc, à travers la membrane plasmique, les bactéries maintiennent un gradient de protons, ce qui génère une force proton-motrice. Donc, la concentration protonique dans le périplasme ou sur la face externe chez les bactéries Gram+ est plus élevée que la concentration protonique à l'intérieur de la cellule. Et donc, évidemment, le passage de la face externe vers la face interne de ces protons est favorable énergétiquement. Et on peut utiliser ce passage favorable de protons ou d'ions de sodium pour transporter ensemble une autre molécule qui, elle, sera transportée à l'encontre ou à l'envers de son gradient de concentration. Donc, par exemple, chez Escherichia coli, souvent le sympore est utilisé pour certains acides aminés, la malate, l'oxaloacétate est molécule organique à 4 carbones avec un groupement carboxylate qui facilite un cotransport avec un proton. De temps en temps, on utilise un cotransport avec des ions de sodium, par exemple pour le glutamate. Vraiment, les exemples à retenir, c'est malate, oxaloacétate, sympore protonique. Et le dernier mécanisme, c'est le transport de groupe, qui est ce qui va être fréquemment utilisé pour importer le glucose. Alors, cette fois-ci, l'énergie pour effectuer le transport viendra de la scission d'un pont
phosphoester qui est porté sur une protéine qui fait partie du complexe de transportation. Donc ce pont phosphate ici sera coupé et c'est ça qui donne l'énergie pour effectuer l'import du glucose à travers la membrane. Mais en même temps, le groupement phosphate sera transporté sur le glucose, donc on aura le glucose 6-phosphate qui arrive à l'intérieur de la bactérie. Alors d'où vient ce groupement phosphate? À l'origine, il vient du phosphoénol pyruvate, qui est un intermédiaire dans la glycolyse. Et justement, le transfert ou la transformation de phosphoénol pyruvate en pyruvate, normalement, génère une molécule d'ATP. Le groupement phosphate doit être transféré sur l'ADP. Mais dans un système de transport de groupe, le groupement phosphate est d'abord transféré sur la protéine E1, enzyme 1, ensuite sur la protéine stable à la chaleur, qui est HPR, et ensuite sur les protéines de sous-unité 2 de notre groupe, système de transport de groupe. Donc, les protéines de composant 2 sont différentes selon le sucre qui sera importé. Tandis que la protéine résistante à la chaleur et la protéine enzyme 1 sont communs pour l'import des différents sucres. Alors, le transport de groupe, c'est un mécanisme un peu compliqué. Et on peut se demander pourquoi les bactéries font-elles un truc si complexe que ça? Pourquoi elles ne font pas simplement un transport par un transporteur de type ABC? C'est un système beaucoup plus simple, on a juste besoin d'exprimer 2 protéines et ça marche. Mais la raison pour laquelle ça vaut la peine d'effectuer ce transport complexe, c'est parce que il permet d'économiser une molécule d'ATP. Imaginez que votre bactérie va importer le glucose pour ensuite l'utiliser dans la glycolyse et la fermentation. La première étape dans la glycolyse, c'est la phosphorylation du glucose en glucose 6-phosphate. Donc si vous importez une molécule de glucose par un cassette ABC, déjà l'import dans la cellule va vous coûter une molécule d'ATP. Et deuxièmement, la phosphorylation du glucose en glucose 6-phosphate, ça coûte une deuxième molécule d'ATP. Vous avez dépensé 2 molécules d'ATP. Tandis qu'ici, on a l'import et la phosphorylation qui se fait en une seule étape et ça coûte l'équivalent d'une molécule d'ATP. Donc c'est un gain en économie énergétique. C'est ça l'intérêt de ce système. Donc l'import de glucose par transport de groupe ou système de transport, enfin phosphotransfert de sucre, se fait très souvent chez les bactéries anaérobies ou anaérobies facultatives et n'est pas vraiment présent chez les aérobies obligatoires. Pourquoi? Parce que les bactéries aérobies obligatoires vont métaboliser le glucose par respiration et le rendement en ATP d'une molécule de glucose par respiration, ça peut être jusqu'à 38 molécules d'ATP par glucose. Tandis que ce qu'on va voir par fermentation, on peut récupérer 2 molécules d'ATP par glucose. Donc si on a un métabolisme basé sur la fermentation, chez une bactérie anaérobie, c'est vraiment important de ne pas dépenser trop d'ATP pour importer une molécule de glucose. Et donc, le transport de groupe devient très intéressant. Si
on a un métabolisme basé sur la respiration, on génère beaucoup d'ATP par molécule de glucose. Bon, écoutez, on peut dépenser un ATP de plus pour faire un apport en système ABC. Et donc, ce n'est pas la peine de mettre en place tout un système complexe juste pour économiser une pauvre molécule d'ATP. Donc ça, c'est les 3 systèmes d'import pour des molécules organiques chez des bactéries. Pour le fer et d'autres oligoéléments, cela ne suffit pas. Il faut un système de transport spécifique. Pourquoi? Parce que en présence d'oxygène atmosphérique, le fer oxydé, le fer ferrique, est fortement insoluble. Donc dans la plupart des milieux aquatiques, le fer libre est en concentration extrêmement faible. Or, c'est un élément essentiel pour beaucoup d'enzymes et dans le métabolisme de n'importe quelle cellule. Donc, l'Escherichia coli et l'immense majorité de bactéries possèdent un système spécifique pour l'import de fer. Et il consiste en la sécrétion d'une molécule organique qu'on appelle un sidérophore qui possède une affinité très très élevée pour la fixation de fer. Donc chez l'Escherichia coli, le sidérophore s'appelle l'entérobactine. L'entérobactine forme un complexe avec des ions ferriques de fer. Et c'est ce forme complexée qui sera réimportée dans la bactérie par un système de transport ABC. Donc, l'affinité de l'entérobactine pour le fer est extrêmement élevée. Donc, l'association est essentiellement irréversible. Et ça pose aussi un problème pour la bactérie, parce qu'une fois que la bactérie a importé le complexe sidérophore fer, ce n'est pas la peine que le fer reste complexé au sidérophore, parce que la bactérie en a besoin pour incorporer dans les enzymes, dans les cytochromes, dans les enzymes à fer soufre. Donc pour l'extraire, la bactérie est obligée d'exprimer des enzymes qui vont dégrader le sidérophore pour libérer le fer. Donc le fer ne peut pas simplement juste se détacher du sidérophore. Il faut démonter le sidérophore pour en extraire le fer. Donc ça c'est vrai pour, j'hésite à dire toutes les bactéries, mais quasiment la totalité des bactéries ont besoin d'un système spécialisé pour l'import de fer. Et c'est aussi vrai pour d'autres oligoéléments métalliques qui sont en concentration très très faible. Donc ça c'est pour l'import de nutriments. Ensuite, donc avant d'aborder vraiment les façons dont les bactéries génèrent de l'énergie métabolique, je vais vous faire quelques rappels rapidement en chimie physique. Qu'est-ce que c'est l'énergie métabolique et pourquoi les différentes formes d'énergie métabolique sont interchangeables. Donc, dans une réaction réversible, la réaction va tendre à aller vers la production de produits si la DTG est négative, n'est-ce pas? Et la réaction aura tendance à rester juste avec des substrats et pas beaucoup de produits si la DTG est positive. Donc, le problème pour le métabolisme cellulaire, c'est que énormément de réactions anaboliques, c'est-à-dire créer des structures chez la bactérie, sont des réactions endergoniques, c'est-à-dire que il faut, normalement, ces réactions sont énergétiquement défavorables. Un exemple, ce sont toutes les réactions de polymérisation pour, par exemple, coller 2 acides aminés ensemble dans le ribosome pour former un pont peptidique, coller 2 sucres ensemble pour former un polypeptide. Ces réactions sont des réactions de condensation. On va rajouter, on va expulser une molécule d'eau au cours de la formation de ces ponts.
la concentration de l'eau est extrêmement élevée dans la cellule. Donc, en termes énergétiques, ce sera toujours super défavorable de produire de l'eau dans une réaction en système, en milieu liquide. Donc, énormément de ces réactions que la cellule a besoin d'effectuer, ce sont des réactions endergoniques. Et donc, il faut les pousser et les coupler avec une réaction exergonique, c'est-à-dire l'hydrolyse de l'ATP, par exemple, l'hydrolyse de l'ATP, pour que ça aille dans le bon sens. Et c'est pour cette raison que toute cellule, pour faire tourner son métabolisme anabolique, a besoin de générer de l'ATP, parce que l'ATP va permettre d'effectuer ces réactions de synthèse de molécules intéressantes. Ça va permettre à la bactérie d'importer des molécules avec les importeurs de type ABC et va permettre à la bactérie de bouger des choses. Les pili de type 4 qui sont nécessaires pour faire glisser la bactérie sur une surface. Donc on a besoin de l'hydrolyse de l'ATP pour extruder ces pili et pour les retirer. Donc on a besoin de l'ATP pour effectuer ce travail mécanique, faire bouger la bactérie. Donc un des objectifs du métabolisme catabolique, dégrader quelque chose, c'est de retirer de l'énergie pour fabriquer de l'ATP. Donc il est aussi intéressant de se rappeler que ce n'est pas que de l'ATP qui est employé comme cofacteur pour de multiples réactions enzymatiques. On utilise, les bactéries et nos cellules, nous utilisons aussi l'UTP comme source d'énergie. Dans la synthèse des polysaccharides. Si vous vous souvenez, lors de la voie de synthèse de peptidoglycanes, la première sous-unité qui est produite, c'est UDP N-acétyl, acide muramique N-acétyl, UDP-NAM. Et donc, pour former ce dimère, il faut commencer avec une molécule d'UTP et c'est le clivage du pont phosphodiester qui donne l'énergie pour former le dimère UDP-NAM. Donc UTP, formation de polysaccharides, ça c'est vrai chez les bactéries et chez nous. Le CTP est utilisé dans toutes les voies de biosynthèse de lipides, chez les bactéries et chez nous. Et la GTP est utilisée. Quel autre polymère essentiel pour n'importe quelle cellule? Les protéines. Dans le ribosome, la formation du pont le pont peptidique, l'énergie pour former le pont peptidique vient du clivage de l'hydrolyse de GTP, pas de l'ATP. Donc on a un nucléotide triphosphate en particulier qui est nécessaire pour fournir l'énergie pour la synthèse de ces trois types de polymères essentiels. Donc, nucléotide triphosphate, un type d'énergie biochimique. Toutes les cellules en ont besoin. L'autre type d'énergie biochimique, ce sont des couples d'oxydoréduction. Donc, OK, oxydation, perte d'électrons, réduction, gain d'électrons. Et pour chaque réaction d'oxydoréduction, on peut le découpler au moins théoriquement en deux demi-réactions. Donc, on imagine qu'une molécule de dihydrogène va se décomposer en protons et électrons. Donc, le dihydrogène sera oxydé parce qu'il va perdre ses électrons. Et pareil, le NADH, le cofacteur, va perdre 2 électrons et un proton et devenir la NAD+, la NAD oxydée. Donc, la forme réduite et la forme oxydée. Et chacune de ces demi-réactions
est associé à un potentiel d'oxydoréduction. Donc, quand le potentiel d'oxydoréduction est négatif, ça veut dire que la forme réduite peut facilement donner ces électrons. Donc, le NADH, c'est un bon donneur d'électrons. Le dihydrogène, c'est un bon donneur d'électrons. Et on peut classer les différentes demi-réactions en fonction de leur potentiel d'oxydoréduction. Donc, sur cette échelle ici, on a les potentiels d'oxydoréduction des différentes demi-réactions avec les meilleurs donneurs d'électrons en haut et les meilleurs accepteurs d'électrons tout en bas. Et une réaction d'oxydoréduction sera favorable quand on a un transfert d'électrons d'un bon donneur d'électrons avec un potentiel d'oxydoréduction négatif vers un accepteur avec un potentiel d'oxydoréduction positif. Et donc, on peut calculer une différence de potentiel d'oxydoréduction. Donc, c'est le potentiel d'oxydoréduction de l'accepteur moins le potentiel d'oxydoréduction du donneur. Donc, pour transférer des électrons du NADH sur une molécule d'oxygène, le delta E, là, la différence de potentiel d'oxydation, c'est plus d'1 volt. Et ça, c'est énergétiquement favorable parce qu'on peut lier cette différence de potentiel d'oxydoréduction à un delta G par cette équation. Donc, quand la delta E ici est positif, le delta G c'est négatif. Donc, c'est favorable. Donc, un objectif du métabolisme énergétique bactérien est de générer du NADH, c'est-à-dire un potentiel réducteur fort. Pourquoi? Pourquoi on a besoin de ça? Ben, souvent, les molécules que la cellule a besoin de construire sont des formes réduites. Donc, si on veut transformer du carbohydrate en acide gras pour fabriquer une membrane, il faut réduire le carbohydrate. Donc, on a besoin du NADH pour fournir le potentiel de réduction qui va permettre de former des acides gras et construire des lipides. Toute cellule a besoin d'une membrane. C'est un processus essentiel pour n'importe quelle cellule. Si notre bactérie est un autotrophe, elle a besoin de fixer le CO2 et le réduire en carbohydrate. Donc, c'est une réaction de réduction. Donc, on a besoin de NADH pour effectuer cette fixation de carbone. Pareil, pour énormément de bactéries, elles peuvent assimiler l'azote sous forme de nitrate, mais d'abord, il faut réduire ce nitrate en ammonium et ensuite assimiler cet ammonium dans des acides aminés. Et pour cela, bon, on a besoin d'avoir un potentiel réducteur fort, donc on a besoin du NADH. Donc, pour beaucoup de réactions dans le métabolisme cellulaire, bactérien, on a besoin du NADH. Et en dernier, mais pas le moins important, toutes les bactéries ont besoin de générer un potentiel électrique ou une force protomotrice à travers la membrane. Donc, à l'intérieur de la bactérie, on a moins de concentration de protons qu'à l'extérieur, et c'est ce qui génère une force protomotrice. Alors, ce qui est important ici, c'est que ce n'est pas la concentration de protons de part et d'autre qui est important, c'est le ratio entre les deux. Donc, si j'ai, je ne sais pas moi, 0,1 molaire en concentration à l'extérieur et 0,9 molaire en concentration interne, ça ne va pas faire grand-chose. Mais si j'ai 0,5 molaire ici et 0,1 molaire ici, ça marche bien. Parce que mon ratio est de 5 contre 1. Ce n'est pas la concentration qui est importante, c'est le ratio.
Et plus mon ratio est élevé, plus j'aurai une différence potentielle que l'on peut mesurer en volts. Ça va être important parce que ça veut dire que l'on peut utiliser une force protomotrice pour pousser une réaction d'oxydoréduction d'aller dans le mauvais sens. Alors, à quoi ça va servir de générer une force protomotrice à travers la membrane? Le cotransport, un port de malate oxaloacétate par cotransport avec des protons. La rotation du flagelle, chez les bactéries flagellées, c'est le transport de protons à travers le gradient de concentration qui fait tourner le rotor. Et aussi, c'est essentiel pour synthétiser de l'ATP lors de la respiration. Une dernière chose. Pourquoi c'est favorable d'avoir un transport de protons en accord avec le gradient de concentration? Pourquoi, quand un proton bouge de cette surface de la membrane à l'autre, c'est associé à un ΔG négatif? Okay, je vais vous donner deux possibilités. Et ça serait bien qu'on vous donne un petit peu d'avis sur ça. Donc, le ΔG est associé à le ΔH, qui est l'enthalpie, la chaleur, le dégagement de chaleur, et le T delta S, qui est l'entropie, le tas de désordre dans le système. Quand j'ai un proton qui passe d'une région à forte concentration à une région de faible concentration, qu'est-ce qui change dans mon ΔG? Qui dit c'est le ΔH? Qui se dit c'est le ΔS? Ouais, ok, c'est bien. Oui, c'est ça. Donc, c'est exactement ça. Donc, ça, c'est énergétiquement favorable parce qu'on a une tendance à augmenter l'entropie dans le système. Donc, on a tendance à équilibrer les concentrations et donc la distribution de protons à travers la membrane est désordonnée. Tandis que si j'ai tous les protons d'un côté et 0 ici, ça c'est le maximum dans le système. Donc c'est poussé par l'entropie, cette source d'énergie métabolique. Okay. Donc globalement, on a cette situation. Donc on a ces trois types de monnaie énergétique, ATP, force protomotrice et réduction d'oxydoréduction, qui en fait peuvent être interchangés. Donc, c'est ce que je viens de dire. Donc, on a les trois types de monnaie énergétique. Ils sont tous les trois essentiels parce qu'ils sont nécessaires pour effectuer des réactions défavorables, mais qui sont néanmoins nécessaires pour la vie. Et on peut les interconvertir. Donc, si on peut générer de l'ATP via un processus quelconque, bon, on peut utiliser ça pour générer une force protomotrice. Si on peut générer du potentiel réducteur via une réaction d'oxydoréduction favorable, bon, on peut utiliser ça pour générer une force protomotrice et c'est ça qui va nous faire fabriquer de l'ATP. Donc on a des moyens pour interconvertir ces trois types d'énergie métabolique. Donc si on peut en générer l'un des trois, bon, on peut générer les deux autres, à la limite. Ça ne va pas être facile, mais c'est faisable. Donc en termes
physico-chimiques, on peut les interconvertir en calculant le ΔG pour chacune de ces différents types de processus. Mais en termes métaboliques, chez la bactérie, on peut le faire physiquement aussi. OK, donc ça c'est un peu le rappel sur les bases physico-chimiques de l'énergie. Et l'objectif pour n'importe quel métabolisme, c'est de générer ces trois choses. Donc on va essayer de comprendre pour chacun des types de métabolisme bactérien d'où vient ces trois choses, l'ATP, les équivalents réducteurs et la force protomotrice. Donc on va commencer par peut-être ce qui est le plus simple, en tout cas en termes de concept, c'est le métabolisme de carbone organique en l'absence de l'oxygène. Donc la glycolyse et la fermentation. Alors, le processus de base, on commence avec le glucose et on va le lyser et on pyruvate. Et pendant ce processus-là, on veut générer du NADH et d'ATP. Et chez nous, on effectue ce processus par la voie Embden-Meyerhof. Mais chez les bactéries, on a aussi deux autres voies de glycolyse, qui sont les voies Entner-Dudorov et la voie de pentose phosphate. Donc, voie de Embden-Meyerhof. Vous avez vu ça en biochimie ou pas encore? Pas encore, ok. En résumé, on commence avec le glucose. Première étape, ça va être de la convertir en glucose 6-phosphate, qui sera ensuite converti en fructose 6-phosphate, et qui sera à nouveau phosphorylé en fructose 1,6-bisphosphate. Donc on commence avec un sucre à 6 carbone, et on finit avec un sucre à 6 carbone qui porte 2 groupements phosphate. Donc il faut dépenser de l'ATP pour mettre les groupements phosphate sur notre fructose 1,6-biphosphate. Donc jusque-là, on a généré 0 énergie, on a dépensé de l'énergie. Ensuite, ce fructose 1,6-bisphosphate sera coupé en deux pour nous donner 2 molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate. Et je dois dire que ça, c'est indirect et il y a un petit peu de réorganisation moléculaire qui permet de faire ça. Mais néanmoins, on génère 2 molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate à partir de 1 fructose 1,6-bisphosphate. Ensuite, c'est l'étape clé de la glycolyse. C'est l'étape qui permet à la bactérie de gagner quelque chose pour rien. C'est cette réaction catalysée par le glycéraldéhyde 3-phosphate déshydrogénase, le GAPDH. Et cette fois-ci, on a une réaction d'oxydoréduction qui est favorable. Donc, notre glycéraldéhyde 3-phosphate sera oxydé. Il va donner des électrons au cofacteur NAD+, pour générer un NADH. Et cette réaction d'oxydation est très favorable. Et il permet en même temps de greffer un autre groupement phosphate pour rien. Donc ici, ce n'est pas l'ATP qui fournit le groupement phosphate, c'est du phosphate inorganique. Et ça nous donne le 1,3-biphosphoglycérate. Et le processus va se terminer par enlever ces 2 groupes phosphates. Donc, quand on enlève le premier, on génère une molécule d'ATP. Et quand on enlève le deuxième, phosphoénol pyruvate vers pyruvate, on génère une autre molécule d'ATP. Donc, en gros, on a dépensé 2 molécules d'ATP au départ, mais on a généré 2 fois 2, 4 molécules d'ATP dans les réactions à la fin.
Donc on a un gain net de 2 molécules d'ATP par glucose. On a aussi généré 2 molécules de NADH qu'on a dit sont aussi nécessaires pour le métabolisme. Donc c'est chouette. Et la glycolyse nous donne 2 molécules de pyruvate qui sont éventuellement à éliminer. Et l'enzyme clé ici, c'est la GAPDH. Enzyme centrale dans tout le processus. Si on n'a pas ça, on ne peut pas générer de l'ATP par la suite. Donc c'est vraiment l'enzyme clé, et si cette étape enzymatique ne peut pas fonctionner, le reste ne peut pas fonctionner non plus. Donc ça, c'est la glycolyse. Par la voie Ender-Mayerhof. Pour les voies alternatives, ce n'est pas important de connaître les détails, vraiment pas important du tout. Ender-Duderhoff, c'est notre voie utilisée par certaines bactéries. Cette fois-ci, on va pas faire de fructose 1,6-biphosphate, on va générer un autre type de sucre 6-carbone phosphorylé. Pour la voie de pentose phosphate, ça c'est important parce que cette fois-ci, on va commencer en éliminant une molécule de CO2, ce qui nous donne le ribulose 5-phosphate. Ça, c'est un précurseur pour le ribose. Donc ça, la voie pentose phosphate, c'est une voie essentielle pour synthétiser des nucléotides, de l'ARN, de l'ADN, acide ribonucléique, désoxyribonucléique. Donc souvent, les bactéries possèdent la voie pentose phosphate et en plus l'un ou l'autre de ces deux voies. Pentose phosphate pour générer au minimum le ribose 5-phosphate et une de ces autres voies pour générer de l'énergie métabolique. Mais des fois, il y a des bactéries qui possèdent uniquement la voie pentose phosphate. Et elles s'en servent à la fois pour générer du ribose à partir de ce métabolite et également pour leurs besoins énergétiques. Donc on a ces trois voies de glycolyse et quand on compte un petit peu le rendement énergétique, on voit que pour une molécule de glucose, la voie Ender-Mayerhof nous fournit 2 molécules de NADH et 2 molécules d'ATP. La voie pentose phosphate, un peu moins d'ATP, mais un peu plus de NADH. Et la voie Ender-Duderhoff, 2 NADH et une seule molécule d'ATP. Le problème avec ça, c'est que, en gros, les besoins pour faire tourner le métabolisme cellulaire, on a besoin de beaucoup plus d'ATP que de NADH. Donc, le rendement, globalement, il n'y a pas assez d'ATP par rapport à NADH. Donc, on peut se dire, oui, mais ce n'est pas un problème, on va juste glycolyser plus de glucose, on fait tourner le système plus rapidement et on va générer plus d'ATP. Le problème avec ça, c'est que on a besoin d'NAD+, la forme oxydée, pour notre enzyme, la GAPDH. C'est l'enzyme qui permet de faire pousser cette étape essentielle-là. Donc, on a absolument besoin de NAD+. Donc, si on a accumulé une tonne de NADH dans la cellule, il ne reste 0 NAD+. Et du coup, cette étape-là, la voie de glycolyse, ne peut pas fonctionner. Donc, pour faire tourner la glycolyse plus rapidement, il faut absolument trouver le moyen de se débarrasser des électrons qui sont sur le NADH, les NADH qui ont un trou dans la cellule, et de régénérer la forme oxydée, NAD+. Et c'est ça l'objectif de la fermentation. Il permet de régénérer, ou elle permet de régénérer le cofacteur oxydé NAD+. Donc, comment on va faire ça? Donc, il faut se débarrasser des électrons qui sont en trop sur le NADH et il faut les transférer sur une autre molécule. Et on a une tonne de pyruvate qui traîne dans la cellule parce qu'on a généré du pyruvate ou de la pyruvate à partir de la glycolyse et on ne va pas s'en servir. Donc, on va peut-être utiliser la pyruvate comme l'accepteur d'électrons
à partir du NADH. Et c'est exactement ça. Okay, donc, dans la fermentation lactique, c'est quelque chose de très direct. Donc, la pyruvate est utilisée directement comme accepteur d'électrons à partir du NADH. Ça génère de l'acide lactique. Et ça nous régénère du NAD+, qui permet de faire tourner la glycolyse. Donc, les NADH en trop qui a été généré par la glycolyse sera recyclé en NAD+, et c'est ça qui va nous permettre de synthétiser suffisamment d'ATP pour les besoins énergétiques de la cellule. Donc, c'est ça l'objectif de la fermentation. Et donc, cette utilisation de pyruvate comme accepteur d'électrons, c'est soit direct, soit indirect, avec des différents métabolites qui vont finir par être utilisés comme accepteurs d'électrons, mais à la fin, ils sont tous dérivés de la pyruvate. Okay. Donc, ce que l'on va faire par la suite, c'est de considérer un petit peu ces différentes voies de fermentation. Donc, on a la pyruvate ici, et on a différents produits de la fermentation à droite et à gauche. Et différentes bactéries vont se servir des différentes voies de fermentation. Donc, les systèmes les plus simples, donc par exemple la fermentation lactique, on va réduire directement la pyruvate en lactate, et c'est ce qui permet de oxyder les NADH en NAD+. L'enzyme, c'est la lactate déshydrogénase. Très répandu chez plusieurs espèces de bactéries, Lactobacillus, Streptococcus, Lactococcus. Et donc, le produit de la fermentation, la lactate, sera exporté de la cellule comme un déchet. Donc, c'est essentiel pour la fabrication de yaourt, de fromage. Alors, des fermentations lactiques peuvent être homo- ou hétérolactiques. Homolactique, ça veut dire que l'acide lactique, c'est l'unique produit de la fermentation. Dans une fermentation hétérolactique, la bactérie va produire l'acide lactique et autre chose comme produit de fermentation. Ça peut être acide lactique et acide acétique, ou acide lactique et mélange d'autres produits, acétate, éthanol, etc. Donc, très important dans l'industrie agroalimentaire, la fermentation lactique. Deuxième fermentation simple, fermentation alcoolique. Donc, dans un premier temps, le pyruvate décarboxylase va éliminer ce groupe carboxylate là pour laisser juste l'acétaldéhyde qui sera réduit en alcool, en éthanol. C'est principalement les levures, Saccharomyces cerevisiae qui fait ça, mais certaines bactéries, comme par exemple le Zymomonas, fait ça. Donc, là, avant que j'oublie, c'est le moment de souligner l'un des inconvénients majeurs de la fermentation, c'est que les produits de la fermentation peuvent être toxiques. Donc, la toxicité de l'alcool, vous le connaissez tous, n'est-ce pas? Un vendredi matin, avec un CM à 8 heures, vous n'approuvez pas ça? De temps en temps, peut-être. Donc c'est toxique. L'éthanol 70%, c'est un excellent désinfectant. En éthanol 10%, 15%, il y a très très peu de bactéries qui peuvent survivre à pousser dans ces conditions-là. L'acide lactique, quand c'est exporté de la cellule, va diminuer le pH du milieu à l'extérieur de la bactérie. Donc, c'est une limitation à la croissance des bactéries, le faible pH. Donc, l'accumulation de produits de fermentation a tendance à être toxique pour les bactéries. C'est un peu pour ça que les produits fermentés
peuvent se garder longtemps parce que on diminue le pH, donc on empêche la croissance de multiples espèces de bactéries. Donc, ces fermentations simples font le boulot, c'est-à-dire qu'ils permettent de régénérer du NAD+, pour que la bactérie puisse faire tourner la glycolyse et générer de l'ATP, mais l'inconvénient, c'est l'accumulation de produits toxiques. Alors, les fermentations moins simples. Donc, on a certaines bactéries qui vont combiner 2 molécules de pyruvate en une molécule de 5 carbone, l'acétolactate, et virer une molécule de CO2. Ensuite, il vire encore un CO2 pour donner acétylène qui est en 4 carbone. Et ensuite, ils sont réduits en butanediol. Donc un peu moins toxique que l'éthanol et ne change pas le pH. Donc l'avantage, c'est que le produit de fermentation est un peu moins toxique pour la bactérie. Donc pareil, la bactérie va effectuer une voie de fermentation un peu plus complexe, mais elle ne fait pas ça pour rien, quoi. C'est pour éviter les effets toxiques. Donc plusieurs bactéries font ça, et en termes de production industrielle, historiquement, c'était un processus important. La production de butanediol, c'est un composé important pour la synthèse du caoutchouc artificiel. Et c'est une fermentation industrielle qui est utilisée avec Serratia à la base de ce processus. Bon, maintenant, c'est la pétrochimie qui fait ça, mais néanmoins, on a le moyen biologique de produire ce substrat, cet composé organique. Donc on a 2 autres voies de fermentation à essayer de comprendre, qui vont être un peu plus complexes, et pour les comprendre, il faut d'abord avoir un petit rappel sur quelles sont les autres utilisations métaboliques de la pyruvate. Donc, la pyruvate, c'est essentiel comme source d'oxaloacétate, parce que l'oxaloacétate, dans le métabolisme anabolique, sert de molécule pour démarrer la biosynthèse de plusieurs acides aminés. Donc il y a pas mal de bactéries qui vont être capables d'effectuer cette transformation, pyruvate en oxaloacétate. Et pour les bactéries qui sont des anaérobies facultatives, qui sont capables d'effectuer la respiration d'un côté ou la fermentation en fonction de la disponibilité d'oxygène, ces bactéries-là vont aussi pouvoir effectuer le cycle de Krebs. Et dans ce cas-là, vont former l'acide coenzyme A pour ensuite démarrer le cycle de Krebs. Donc il faut garder un petit peu en tête ces 2 voies métaboliques qui peuvent exister chez les bactéries. Alors, d'autres voies de fermentation sont basées sur un petit peu le détournement d'autres utilisations de pyruvate pour greffer une fonction fermentation sur ces voies métaboliques. Donc la fermentation propionique va produire l'acide propionique, le propionate, à la fin de notre processus. Donc la pyruvate sera déjà d'abord transformée en oxaloacétate, se transforme en malate, fumate, succinate et finalement propionate. Donc acide propionique effectué par Propionibacterium. C'est évident comme nom. Donc on peut se demander, mais pourquoi ces bactéries-là ne font pas juste de la fermentation lactique? Ça a l'air plus simple. En fait, si on regarde bien tout ça, là, ici, ce sont des enzymes du cycle de Krebs qui fonctionnent en marche arrière. Donc la Propionibacterium possède déjà toutes ces enzymes-là
Et en présence d'oxygène, pendant la respiration, ces enzymes vont tourner comme ça. En l'absence d'oxygène, pendant la fermentation, la bactérie va juste faire tourner les mêmes enzymes, mais dans l'autre sens. Et elle a besoin juste de synthétiser une enzyme de plus pour transformer la succinate en propionate. Donc ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, pour la bactérie, c'est une façon relativement simple de switcher entre les deux modes de génération d'énergie. Donc on a un processus complexe, mais c'est complexe pour une raison. Et notre dernière sortie vers la complexité, c'est pour les fermentations acides mixtes, que l'on retrouve chez plusieurs entérobactéries, les Escherichia coli, les salmonelles, par exemple. Alors, donc ici, on va commencer par la pyruvate et les voies qui sera transformée en acétylcoenzyme A. Donc, lors de la respiration, c'est la pyruvate décarboxylase qui fait ça. Et le problème avec le pyruvate décarboxylase, c'est qu'il va nous fournir une molécule de NADH en plus. Si on veut effectuer une fermentation, c'est absolument l'inverse de ce que l'on veut faire. Parce qu'on veut régénérer la NAD+, à partir du NADH. Donc, dans une réaction de fermentation mixte, acide mixte, on ne veut absolument pas générer plus de NADH. Donc, cette fois-ci, c'est une enzyme qui s'appelle le formate pyruvate lyase qui va générer à partir de l'acide pyruvique l'acétylcoenzyme A et au lieu de rejeter du CO2, c'est de l'acide formique qui sont rejetés par la bactérie. Ok, vous visualisez de l'acide formique, vous comparez avec du CO2, vous avez deux atomes d'hydrogène en plus, donc 2 protons et 2 électrons en plus. L'acide formique, c'est un peu plus réduit que le CO2. Donc on a gardé les électrons sur le carbone là. À partir de l'acétyl-CoA, bon, il y a diverses voies métaboliques qui produisent différents produits de fermentation qui vont être sécrétés par la bactérie. L'avantage un petit peu de faire ça, c'est que certaines de ces voies fermentaires permettent de régénérer un peu plus d'ATP. Ça, c'est pas mal, ça. Parce que le grand problème de la fermentation, c'est qu'elle ne génère pas suffisamment d'ATP. Donc, si par des voies métaboliques un peu complexes, on peut en régénérer une ou deux molécules d'ATP en plus, c'est tout bénéf pour la bactérie. Donc, l'avantage des voies de fermentation acide mixte, c'est que certaines de ces voies nous permettent de générer de l'ATP. Par contre, le grand inconvénient, c'est la formation de l'acide formique ici qui va avoir tendance à réduire le pH du milieu et ça va freiner la croissance de notre bactérie fermentaire. Donc, en conditions acides, dû à une accumulation de l'acide formique et des autres produits acides de la fermentation, Escherichia coli, par exemple, commence à produire une autre enzyme qui va transformer l'acide formique en dihydrogène et CO2. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, en condition de croissance à pH 8, bon, notre Escherichia coli va former une tonne d'acide formique, tandis qu'en croissance à pH 6, cet acide formique sera converti en CO2 et en dihydrogène pour éviter d'accumuler trop d'acide formique et de réduire le pH encore. Donc ça, c'est important en fermentation parce que les bactéries fermentaires dans l'intestin ont tendance à former du dihydrogène ou du CO2 qui peut être utilisé par les méthanogènes pour former du méthane. Alors, notre produit non négligeable de
des fermentations acides mixtes, c'est de l'éthanol. Donc il faut savoir qu'il y a des bactéries dans notre intestin qui sont en train de produire de l'éthanol tous les jours. Et cet éthanol sera bien sûr absorbé par notre intestin. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un taux d'alcoolémie dans le sang 0,0000. Parce qu'on a une formation en continu de l'éthanol par les bactéries fermentaires qui effectuent une fermentation acide mixte. Et chez certaines personnes, en fonction de leur microbiote, ça peut être un problème. Donc c'était quelque chose qui était, je crois, identifié aux États-Unis initialement. Il y a quelqu'un qui conduisait sa voiture, qui faisait un peu comme ça, là. C'était une conduite totalement dangereuse et désordonnée. Donc la personne s'est fait arrêter par la police. Elle a dit, Madame, Monsieur, vous allez siffler dans le ballon, s'il vous plaît. Et donc, il y a un test d'alcoolémie. Effectivement, la personne avait un taux d'alcoolémie supérieur à la limite légale. Et donc, elle a été coffrée pour conduite en état d'ivresse. Or, la personne savait pertinemment qu'elle n'avait pas bu de l'alcool dans la journée. Donc, elle a dit, bah non, c'est pas possible. Moi, je sais, j'ai des témoins à l'appui, j'ai rien bu, monsieur l'agent. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme si j'ai jamais entendu ça. Mais bon, c'était donc la personne qui était inculpée ne s'est pas démontée. Et petit à petit, elle a engagé les médecins pour regarder un petit peu quel était son taux d'alcoolémie dans le sang normal sans avoir bu de l'alcool. Et on a compris qu'en fait, c'est des bactéries fermentaires dans son intestin qui produisaient cet éthanol. Et quand elle mangeait trop de sucre, elle avait un shoot d'éthanol dans le sang. À cause de cette fermentation acide mixte par les bactéries de son intestin. Donc c'est pas tout le monde, c'est en fonction du microbiote intestinal. Ok, donc avant d'avancer, je vous propose cette petite question, réfléchissez un petit peu à ça. Quelles sont les limitations de la fermentation en tant que source d'énergie métabolique? Ok, tout le monde a trouvé ses réponses? Ok, bon, on va commencer. Alors, un des problèmes, c'est que le rendement énergétique par carbone est faible. Qui dit oui? C'est vrai ça. Qui dit non? Ouais, beaucoup de sans réponse, hein. Je sais pas quoi dire pour faire pour ça, parce que je peux donner une réponse là, mais c'est pas satisfaisant ça, hein. Bon, je vais vous laisser réfléchir encore 2 ou 3 minutes. Pour des gens qui ne mettent pas de réponse, essayez de vous faire une idée. À la limite, vous discutez avec les voisins, c'est pas obligé d'être une réflexion individuelle. Vous
pouvez discuter entre vous pour tous ces points-là. Mais l'idée, c'est que, bon, à la fin, chacun s'exprime. OK, voilà. Peu de discussion. OK, là c'est bon, là, c'est bon. C'est un peu mieux. OK, je repose la question. OK. Un des problèmes de la fermentation, c'est que le rendement énergétique par carbone est faible. Qui dit oui? Ouais, qui dit non? Une personne. Ah, malheureusement, vous avez tort. Non, mais c'est vraiment ça. Non, mais non, mais c'est vrai, ça. C'est correct. Ça c'est un des problèmes principaux. Il faut utiliser beaucoup de glucose pour avoir un petit peu d'ATP. Une des limitations, c'est qu'il faut de l'oxygène. Qui dit oui? Qui dit non? Oui, vous avez raison. C'est seulement utilisé par des bactéries gram-positives. Qui dit oui? Qui dit non? Oui, vous avez raison. Gram-positif et gram-négatif, il y a beaucoup de bactéries fermentaires. Produit potentiellement toxique, c'est un problème ça. Qui dit oui? Qui dit non? Oui, c'est vrai, c'est un vrai problème. Nécessite des cytochromes. Qui dit oui? Qui dit non? Qui dit c'est quoi un cytochrome? Oui, pas mal, oui, effectivement. On va voir ça tout à l'heure. Non, mais les cytochromes, c'est essentiel pour la respiration plutôt. Donc ça, c'est une caractéristique de la respiration, pas de la fermentation. OK, donc résumé, glycolyse. Le problème, glycolyse et fermentation, le problème, c'est que la glycolyse génère trop d'NADH et pas assez d'ATP. Et la solution, c'est de régénérer la NAD+ en transférant les électrons sur un métabolite organique qui dérive de la pyruvate à un moment donné. En termes d'exploitation, plusieurs voies de fermentation métabolique sont d'importance agroalimentaire ou industrielle. Et la fermentation va se produire lorsque la bactérie, en l'absence de l'oxygène, donc lorsqu'il n'y a pas d'oxygène, ou alors lorsqu'on a 1 tonne de sucre. Donc si on a 1 tonne de sucre à l'extérieur de la bactérie, elle ne va pas trop se fatiguer à effectuer la respiration, le cycle de Krebs et tout ça. Elle peut juste bouffer 1 tonne de sucre et effectuer de la fermentation. C'est pour cette raison que en TP et dans les milieux différentiels qu'on a considérés la semaine dernière, même si les bactéries sur une boîte de gélose sont en contact avec l'oxygène, elles vont fermenter les sucres qui sont en grand excès dans la gélose. Et c'est pour ça que le pH de la gélose va changer. D'accord? Le mannitol dans le Chapman, par exemple. OK, donc on a 10 minutes avant de faire la pause. Je pense qu'il vaut mieux avancer pendant ces 10 minutes et essayer de comprendre la respiration aérobie. Et après, on va faire la pause. D'accord? Donc la fermentation, si on n'a pas d'oxygène ou si on a 1 tonne de sucre. La respiration, ça va être un métabolisme basé sur le carbone organique en présence d'oxygène.
Et donc, on va avoir 3 étapes. La glycolyse que vous avez vu en biochimie, n'est-ce pas? Où vous allez voir le cycle de Krebs et le transport d'électrons. Donc, la glycolyse, ça va nous donner la pyruvate. Okay. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que la pyruvate sera métabolisée dans le cycle de Krebs et on va oxyder totalement le carbone organique dans le pyruvate. Donc, à chaque étape, on va éliminer du CO2. Et lors de ces réactions d'oxydoréduction, on va générer une tonne de NADH ou FADH. Et les coenzymes réduits vont transférer leurs électrons sur l'oxygène, qui est l'accepteur d'électrons terminal dans la respiration oxydative, aérobie. Et c'est lors de ce transfert d'électrons du NADH vers l'oxygène que l'on peut générer de l'ATP par la phosphorylation oxydative. Donc, tout ça, le cycle de Krebs, là, on ne va pas le détailler. Le truc à retenir, c'est qu'on veut juste générer une tonne de NADH et l'objectif pour la bactérie, c'est de générer de l'ATP avec la dernière étape du transport d'électrons et la phosphorylation oxydative. Alors, chez l'Escherichia coli, elle va générer de l'ATP ouais, attends, quelle est la meilleure façon de faire? Okay, il y a 2 problèmes. Un problème, c'est juste se débarrasser des électrons sur la NADH et régénérer de la NAD+. Et si on peut, on va générer de l'ATP en plus. D'accord? Donc le premier problème, se débarrasser des électrons qui sont sur le NADH et régénérer de la NAD+. Donc ça, c'est une enzyme, un complexe d'enzymes membranaires avec le nom du NADH déshydrogénase, donc qui va régénérer du NAD+, et transférer les électrons et les protons finalement sur cette molécule-là qui est l'ubiquinone. Donc l'enzyme NADH déshydrogénase va prendre les protons et les électrons et petit à petit les transférer sur l'ubiquinone. L'ubiquinone, c'est quoi? C'est ça. Donc il y a une queue lipidique. Donc l'ubiquinone, c'est soluble dans des lipides. Donc c'est une petite molécule qui va migrer dans la membrane plasmique de la bactérie. Et la partie qui va être oxydée et réduite, ce sont ces groupes cétones ici, qui peuvent être réduits en groupement alcool. Donc, la forme oxydée, c'est l'ubiquinone. La forme réduite, c'est le l'ubiquinol, avec un OH ici et là, produit par les électrons et les protons ici, qui sont transférés sur l'ubiquinol. Donc ça, c'est le QH2, l'ubiquinol, qui va ensuite interagir avec ce complexe de cytochrome oxydase, qui va transférer les électrons sur les cytochromes. Donc B, B, D ici, ce sont des cytochromes. Et les protons, à ce moment-là, seront libérés à la face périplasmique de la membrane. Les cytochromes, c'est quoi? Ce sont des petites protéines avec un groupement M, comme l'hémoglobine. Okay, l'hémoglobine, ce n'est pas un cytochrome, mais le groupe M ici est associé au cytochrome, et c'est l'atome de fer ici qui peut récupérer les électrons. Donc, les électrons vont être transférés à partir de l'ubiquinol vers une chaîne de cytochrome, et l'action de cytochrome oxydase va finalement transférer ces électrons sur une molécule de dioxygène qui va récupérer 2 protons et former une molécule d'eau. Donc, dans ce processus, on a transféré les protons
de la phase cytoplasmique, la membrane. Donc on les a enlevés par deux processus. D'abord, la NADH déshydrogénase va les transférer sur l'ubiquinol. Le cytochrome oxydase va utiliser deux protons et les mettre sur une molécule d'eau. Et l'ubiquinol va libérer les protons à l'extérieur de la membrane plasmique. Donc ce processus génère un gradient de protons. Donc on les enlève de la face dans le cytosol et on les libère dans le périplasme. Donc on accumule plus de protons ici. Donc les Escherichia coli possèdent deux complexes de cytochrome oxydase, la branche BD qui va fonctionner en faible teneur d'oxygène. Oui. Oui, c'est ça. La question, c'est où vont les protons, où vont les électrons. Les protons vont à l'extérieur de la cellule. Elles sont consommées de l'intérieur et exportées vers l'extérieur. Et les électrons, ça commence sur la NADH, ça fait tout un tour sur cette chaîne de transport d'électrons. Et le résultat final, c'est que les électrons vont être transférés sur une molécule de dioxygène, qui est un accepteur d'électrons excellent, c'est le meilleur. Donc le résultat global, c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est chez Escherichia coli, on a deux complexes cytochrome oxydase. On a la branche BD qui fonctionne en conditions faibles en oxygène parce que l'affinité de l'enzyme pour le dioxygène est plus élevée. Donc elle va fonctionner même quand on a relativement peu d'oxygène disponible. Quand on a une tonne d'oxygène, c'est le complexe BO qui va fonctionner. Illustré ici. Donc l'affinité pour l'oxygène est moindre, mais l'avantage c'est qu'elle est capable de transloquer encore plus de protons à travers la membrane. Donc elle génère plus de gradients de protons. Et le gradient de protons est utile pourquoi? Principalement pour effectuer la synthèse d'ATP via le proton translocase ATP synthase. Donc, les protons dans le périplasme vont traverser la membrane et ça va faire tourner la tête de l'enzyme qui permet de synthétiser de l'ATP à partir de l'ADP et du phosphate inorganique. Et l'ensemble de ces choses-là est responsable d'un rendement théorique d'ATP très élevé par rapport à la fermentation. Donc, en conditions optimales, chez Escherichia coli, quand on a beaucoup d'oxygène, c'est cette branche-là qui va fonctionner, on peut en théorie générer 38 molécules d'ATP pour une molécule de glucose. Donc 19 fois plus efficace que la fermentation, que la glycolyse.